Une usine de tomates de 8 millions de dollars surgit au cœur du Burkina Faso. Pendant des décennies, les récoltes pourrissaient au bord des routes, puis revenaient d'Europe sous forme de pâtes vendues 3 fois plus chères aux familles. Que change vraiment ce pivot industriel pour un pays désormais conduit par Ibrahim Traoré, décidé à produire ce qu'il consomme et à cesser l'hémorragie de devises locales et d'emplois? Une souveraineté économique mesurable. Emplois locaux, valeur ajoutée capturée, dépendance réduite, marché sécurisé et fierté industrielle, le tout parti d'un fruit banal devenu stratégie nationale. Racontez comment des chantiers concrets transforment un pays enclavé. Ce guide vous donnera un fil clair pour mesurer les gains. Regardez bien. Les enjeux sont simples et vitaux. Sortir de la dépendance aux importations, connecter producteurs et marchés, électrifier des villages oubliés, stabiliser l'eau des villes, soigner au plus près, financer l'activité réelle et maîtriser l'identité numérique. Chaque projet cité vient du corpus source et s'inscrit dans une logique unique. Capter la valeur sur place, réduire les pertes et sécuriser les services essentiels. Tomates, corridor Bobo-Guéra, solaire Yéline, hôpital régional de Bobo, barrage Ziga 2, habitat Faso-Mayo, banque publique Burkindam, programme PAC digital, eau urbaine, élevage. 10 leviers, un même principe d'autonomie pratique. Le bénéfice attendu est lisible en 3 axes. Ménage, prix, santé, eau, entreprise, énergie, routes, crédit et état, données, recettes, résilience. Reste une question aiguë. Ces chantiers tiennent-ils leurs promesses lorsqu'on regarde chiffres et séquences? Dans les pages suivantes, le récit reste neutre, sourcé et sériel. Plus de 150 emplois directs sont déjà sortis d'une simple usine. Autre chiffre clé, un corridor de 120 millions de dollars relie producteurs et ports. Ces deux signaux, mis côte à côte, indiquent une méthode. Attaquer les goulets d'étranglement un par un, puis agréger leurs effets. Le point de départ se trouve dans une scène familière au Burkina Faso. Des paniers de tomates invendus, pourrissant au bord des routes, avant de revenir importés sous forme de pâtes vendues 3 fois plus chères. La trappe à plateau est ciblée. Bâtir une unité de transformation de 8 millions de dollars située dans une zone agricole à haut rendement pour inverser la chaîne de valeur. Les règles d'engagement sont claires. Produire ce qu'on mange, manger ce qu'on cultive, financer localement, former sur place des opérateurs et techniciens de laboratoire, connecter les producteurs par des contrats formels et des achats équitables. Cette première brique parle économie, mais aussi souveraineté alimentaire. Pour chaque tonne traitée localement, des milliers de francs restent dans l'économie, tandis qu'une caisse sauvée devient sécurité pour une famille. Le second maillon est une route, ou plutôt un couloir stratégique, la Bobo-Guéra vers la frontière ivoirienne. L'objectif dépasse la commodité. Réduire délais et coûts de logistique, rééquilibrer les routes commerciales vers le sud et desserrer l'étreinte des corridors historiques liés à l'influence française. Le dessin d'ensemble c'est clair, usine, route, marché régional. Reste l'énergie, condition invisible mais décisive. Le programme solaire Yéline connecte au moins 150 villages et plus de 300 000 personnes, en priorité des écoles, cliniques, marchés et ménages, via mini-réseaux et systèmes autonomes entretenus par des techniciens locaux. Pour les centres de santé ruraux, cela signifie vaccins conservés. Pour une classe, des cours au-delà du coucher du soleil. Pour une PME, réfrigération et horaires élargis, sans diesel ni facture pétrolière volatile. Dans cette logique, l'hôpital régional universitaire de Bobo devient le 3e levier. Soigner au plus près et former médecins et infirmières, afin d'éviter l'exode des soignants et des patients. À travers ce triptyque, Ibrahim Traoré s'inscrit dans une ligne de conduite lisible. Capter la valeur, sécuriser les services et ancrer l'industrialisation dans des infrastructures utilisées. Les premiers visages de la transformation sont souvent anonymes. Des opérateurs de machines, des chauffeurs, des ingénieurs fraîchement formés. Dans l'usine de tomates, 150 employés assurent désormais un cycle continu de la réception des fruits jusqu'à l'emballage du concentré. Autour d'eux gravitent des fournisseurs de caisses, des transporteurs, des cultivateurs sous contrat et des artisans du conditionnement.
La chaîne se formalise. Chacun facture, déclare, réinvestit. Ce mécanisme crée une économie circulaire locale où les revenus demeurent dans les villages. Un deuxième personnage apparaît sur la route de Bobo Guerra, un commerçant reliant la production à la Côte d'Ivoire. Son trajet quotidien illustre la bascule. Moins d'intermédiaires, davantage de valeur captée. L'économie s'étire le long de l'asphalte. Le corridor, pensé pour l'intégration régionale, devient une ligne de vie qui relie zones agricoles, pôles logistiques et marchés urbains. Puis vient la lumière, le programme Yellen. Dans un centre de santé, des infirmières vaccinent sans crainte de rupture de froid. Dans une école, des cours du soir s'organisent. Dans une petite boutique, la réfrigération double les ventes. Ces micro-récits ancrent l'effet Traoré. Des infrastructures conçues pour produire du service avant de produire du prestige. Ainsi, à chaque étape, la transformation se rend visible par des vies simplifiées, des heures gagnées et des revenus stabilisés. L'impact précoce est concret. Route, énergie et travail se combinent pour former le socle d'une souveraineté vécue non déclarée. Tout commence par une image. Des paniers de tomates gâtées alignés sur les routes brûlantes du Burkina Faso. Les agriculteurs, voyant leur récolte se perdre, faute d'acheteurs et de moyens de conservation. Puis vient la rupture. Ibrahim Traoré valide la construction d'une usine de 8 millions de dollars dans la région de Bobo-Dioulasso. Les premières machines tournent, les techniciens locaux apprennent et les convoyeurs livrent un concentré 100% national. Ce jour-là, le pays arrête d'exporter sa matière brute et commence à exporter sa transformation. Presque simultanément, le chantier du corridor Bobo Guerra s'ouvre. 120 millions de dollars, plusieurs centaines d'ouvriers et une idée fixe, relier la production intérieure aux ports ivoiriens. Au départ, le projet est vu comme logistique, il devient géopolitique. Chaque kilomètre bitumé inverse la dépendance commerciale. Les camions circulent vers le sud, les produits transformés remplacent les matières premières et les villages longent une artère qui leur rend la vie mobile. Des marchés surgissent, des aires de repos s'installent, des familles trouvent du travail à proximité. Le Burkina Faso n'attend plus les infrastructures, il les fabrique. Mais bâtir sans énergie reviendrait à empiler des coquilles vides. Le programme Yellen, soutenu par la Banque mondiale et le Fonds vert, alimente déjà plus de 150 villages et 300 000 habitants. Les panneaux solaires couvrent écoles, cliniques et marchés. Les mini-réseaux autonomes réduisent les coupures et remplacent le diesel importé. La lumière devient un indicateur de souveraineté. Plus de factures pétrolières, plus de bruit de générateurs, seulement le ronronnement discret de l'autonomie. Vient ensuite la santé. L'hôpital régional universitaire de Bobo-Dioulasso s'élève, premier du genre, à combiner soins et formation. Chirurgie, maternité, urgence, tout y est alimenté par l'énergie solaire de Yellen. Pour la première fois, la médecine moderne n'est plus un privilège urbain. Les malades sont soignés près de chez eux, les étudiants se forment sans exil et le pays garde ses compétences. L'eau suit, le barrage Ziga 2 est lancé pour stabiliser l'approvisionnement de la capitale. Pendant la saison sèche, les robinets se vidaient. Désormais, l'eau coule proprement, filtrée, distribuée par canalisation neuve. Le projet associe gestion climatique et emploi local. C'est de l'eau pour les citoyens, non pour l'exportation. Enfin, le logement, le programme Faso-Mayo prévoit 50 000 unités résidentielles abordables. Les matériaux proviennent du pays, la main-d'œuvre aussi. Les maisons ne sont pas des symboles, elles sont des emplois. Chaque toit posé signifie une facture d'électricité payée, un crédit remboursé, un commerce ouvert. En moins de 3 ans, la séquence se lit ainsi: récolte gaspillée, usine locale, route neuve, énergie solaire, hôpital moderne, barrage national, logement durable. Chaque maillon amplifie le précédent. La trajectoire n'est pas celle d'une aide extérieure, mais d'un retour de maîtrise. Et au centre du schéma, une conviction. La souveraineté ne se proclame pas, elle se construit, infrastructure par infrastructure, usine par usine, citoyen par citoyen. La mesure du changement, au Burkina Faso, ne se lit pas seulement dans les discours, mais dans les chiffres. Baseline, Delta, avant 2022, à peine 20% des tomates récoltées étaient transformées localement. 2 ans plus tard, la proportion dépasse 125%. Le volume de pâtes produites sur le territoire atteint près de 3000 tonnes par mois, soit une réduction des importations estimée à 12 millions de dollars par an.
Chaque tonne locale génère 3 emplois directs et maintient 10 emplois ruraux. Deuxième indicateur, le corridor Bobo-Guéra. Les coûts de transport entre l'ouest et la frontière ivoirienne ont chuté de 37%, et le temps de trajet moyen s'est réduit de 2 jours à 10 heures. Les exportations de produits transformés, tomates, fruits, pots, ont augmenté de 42% depuis l'ouverture partielle de la voie. Le trafic poids lourd y atteint déjà 600 camions hebdomadaires. Les stations logistiques créent plus de 2000 emplois, principalement pour des jeunes non qualifiés. Troisième série, l'énergie. Avant le lancement du programme Yéline, moins de 18% de la population rurale avait accès à l'électricité. En 2025, la couverture dépasse 40 ans dans les zones raccordées, avec 150 mini-réseaux installés et entretenus localement. La facture énergétique du pays baisse d'environ 9 millions de dollars par an grâce à la réduction des importations de diesel et à la maintenance domestique. Pour chaque kilowatt produit, c'est un transfert de compétences durables, techniciens formés, circuits de course, pièces disponibles. Côté santé, les progrès sont visibles. L'hôpital universitaire régional de Bobo-Dioulasso, alimenté à 80% par le solaire, devrait accueillir 400 000 patients par an. Les temps d'attente en chirurgie urgente ont diminué de 60%. 3 nouvelles cliniques satellites connectées réduisent les évacuations vers la capitale de plus de la moitié. L'eau, ressource vitale, montre la même inflexion. Avec le barrage Ziga 2, l'approvisionnement sécurisé couvre déjà 610 000 habitants et les programmes d'assainissement atteignent 440 000 autres. Les pertes de réseau ont chuté de 28% à 12%. Les ménages ne parcourent plus que 400 mètres en moyenne pour accéder à un point d'eau contre 3 km auparavant. Le logement suit la même logique d'industrialisation interne. 12 000 maisons face au maillot déjà achevé, 25 000 en construction. L'objectif de 50 000 paraît atteignable avant 2027. La fabrication locale des briques injecte 10 milliards de francs CFA dans l'économie domestique et soutient 6 000 emplois artisans. Enfin, le volet financier et numérique boucle l'équation. La banque Burkindam, opérationnelle dans 40 provinces, compte déjà 1,2 million de comptes ouverts, dont 60% appartiennent à des femmes. Le microcrédit moyen, 180 000 francs CFA, finance agriculture, élevage et petits commerces. Parallèlement, le programme PAC Digital a installé 2 centres de données couvrant 500 localités. Le traitement administratif de base, cartes, titres, permis, s'effectue désormais en ligne pour plus de 350 000 citoyens. Ces chiffres, placés bout à bout, dessinent un même delta. Moins de dépendance, plus de production, plus de connectivité. Ils valident, à l'échelle macro, l'intuition de Ibrahim Traoré. Une nation ne se relève pas par la dette ou la diplomatie, mais par la donnée mesurable. Tonnes, kilomètres, kilowatts, lit d'hôpital, mètres cubes, compte bancaire. L'élan de transformation porté par Ibrahim Traoré suscite un débat de fond. Les partisans y voient la première politique cohérente d'autonomie depuis l'indépendance, produire, soigner, éduquer et connecter sans tutelle extérieure. Pour eux, la stratégie repose sur une réalité tangible, usines fonctionnelles, routes livrées, hôpitaux équipés, électricité stable. Les bénéfices sont mesurables, emplois créés, importations réduites, croissance rurale relancée. Le modèle se veut africain avant d'être burkinabé, une économie adossée aux ressources locales, avec une gouvernance simplifiée et des investissements alignés sur l'intérêt national. Les critiques nuancent. Ils rappellent que les chiffres d'investissement ne suffisent pas. Il faut juger la durabilité. Les projets, pour ambitieux qu'ils soient, restent dépendants de financements hybrides et d'un appareil administratif encore fragile. Certains craignent une centralisation excessive. Trop de leviers entre les mains de l'État peut étouffer l'initiative privée. D'autres redoutent que l'euphorie nationale masque les lenteurs structurelles, formation, entretien, transparence budgétaire. L'argument fort des défenseurs repose sur la corrélation directe entre infrastructure et souveraineté. Chaque panneau solaire, chaque kilomètre de route, chaque litre d'eau traitée réduit la dépendance à un fournisseur étranger. C'est un calcul rationnel.
Une variable remplace une dépense. L'énergie produite localement devient économie de devises, une banque nationale remplace des prêts extérieurs. Les opposants soulignent un risque symétrique. L'autosuffisance peut devenir isolement. Si la méfiance vis-à-vis des puissances extérieures se transforme en fermeture, l'accès aux technologies et aux marchés se complique. La clé réside donc dans la gouvernance, savoir équilibrer souveraineté et interconnexion. En pratique, le modèle Traoré s'apparente à une industrialisation défensive. Bâtir l'autonomie, d'abord, ouvrir ensuite. Ce séquençage diffère du libéralisme classique, mais reflète une lecture historique lucide. On ne négocie qu'à armes égales. La synthèse du débat n'est pas manichéenne. Il ne s'agit ni de culte, ni de rejet, mais de mesure. Les faits montrent un État qui agit. Les doutes rappellent qu'agir ne suffit pas. Il faut durer. C'est là que se joue la prochaine équation burkinabé. La consolidation d'une souveraineté efficace plutôt qu'émotive. Le véritable tournant réside dans la cohérence institutionnelle. À mi-parcours, un changement discret devient visible. Le Burkina Faso ne construit plus des projets isolés, mais une architecture nationale où chaque maillon renforce l'autre. Sous Ibrahim Traoré, l'usine de tomates n'est plus un simple site industriel. Elle alimente un corridor routier, qui lui-même dessert des marchés reliés à des centres urbains électrifiés par Yéline. Cette chaîne d'interdépendance constitue une matrice. Produire, transporter, transformer, vendre, financer, gouverner. Ce milieu du récit marque aussi un basculement symbolique. Le vocabulaire officiel parle désormais de réseau, pas de secteur. L'énergie soutient la santé, l'eau soutient la production, la donnée soutient la transparence. L'approche cesse d'être sectorielle, elle devient systémique. Là se situe le point de non-retour. Lorsque chaque infrastructure nouvelle renforce l'efficacité des précédentes, la logique de dépendance s'effondre. La souveraineté cesse d'être un slogan et devient un automatisme. C'est le moment où la réforme n'a plus besoin d'être défendue. Elle s'impose par son propre rendement. Ibrahim Traoré atteint ici le pivot de sa politique, passer de la résistance à la construction. Le récit bascule et l'histoire économique du pays avec lui, les ménages, les entreprises, la nation et le Kouvuk, la région. En ce qui concerne les ménages, le changement le plus immédiat se lit dans le quotidien. L'accès à l'électricité, grâce au programme Yélen, a transformé la vie domestique de plus de 300 000 personnes. Dans les villages raccordés, les enfants étudient après le coucher du soleil, les cliniques vaccinent sans panne de froid et les foyers dépensent moins en kérosène. Le haut du barrage Ziga 2 stabilise les robinets de la capitale, finit les marches de plusieurs kilomètres et les rationnements d'hôpitaux. Les logements face au maillot offrent un habitat sain, alimenté en énergie propre et doté d'écoles, de marchés et de cliniques intégrées. Le confort devient un droit, non un luxe. Pour les entreprises, les routes et corridors logistiques réduisent les coûts de transport de 30 à 40%, libérant des marges pour l'investissement. Les coopératives agricoles signent des contrats durables, les PME manufacturières se multiplient et la production nationale remplace progressivement les importations alimentaires. La banque Burkindam, en étendant le microcrédit à 1,2 million de comptes, soutient femmes entrepreneuses et petits éleveurs. Chaque crédit octroyé alimente une boucle vertueuse. Production, revenus, consommation, fiscalité. S'agissant de la nation, à l'échelle macroéconomique, la balance commerciale du Burkina Faso se redresse légèrement. Importation réduite, exportation diversifiée. Le PIB agricole croît de 5,4%, tiré par la transformation locale. Les recettes fiscales augmentent, notamment grâce à la formalisation des chaînes d'approvisionnement. L'administration numérique, PAC digital, fluidifie les démarches. Titres fonciers, permis, immatriculation s'obtiennent sans fil interminable. La corruption administrative recule, la transparence progresse. Le mot d'ordre devient efficacité mesurable. Quant à la région, le corridor Bobo-Guéra ne relie plus seulement des villes. Il tisse un réseau économique sahélien. Des commerçants maliens et ivoiriens utilisent désormais cette voie pour écouler leurs produits. Le Burkina Faso, autrefois enclavé, devient un passage obligé vers l'Atlantique. Sa stratégie attire les partenariats africains plutôt qu'européens, consolidant une diplomatie de proximité fondée sur la complémentarité et non la dépendance. Ces impacts, bien que récents,
traduisent une dynamique d'ensemble. La politique de Ibrahim Traoré transforme la souveraineté en infrastructure sociale. L'indépendance cesse d'être abstraite. Elle devient visible dans la lumière des villages, la stabilité des prix et la dignité des emplois. Le modèle reste jeune, mais ses fondations tiennent. Lorsque route, eau, énergie et finances locales s'articulent, la croissance cesse d'être un espoir et devient un État. Dans ce cadre, le Burkina Faso trace sa propre équation. Autonomie et infrastructure plus gouvernance, cohérence territoriale. À 12 mois, 3 trajectoires se dessinent pour le Burkina Faso de Ibrahim Traoré. Une base prudente, une optimiste portée par l'élan actuel et une pessimiste dictée par la conjoncture extérieure. Dans le scénario de base, les chantiers déjà engagés progressent selon le calendrier. L'usine de tomates atteint sa pleine capacité, le corridor Bobo-Guéra est totalement opérationnel et le programme Yéline s'étend à 50 villages supplémentaires. La croissance annuelle se maintient autour de 85%, portée par l'agro-industrie et les exportations régionales. Le risque principal reste logistique, disponibilité des pièces, maintenance, continuité de financement. La stabilité interne se renforce, mais la dépendance vis-à-vis des cours mondiaux de denrées persiste. Dans le scénario optimiste, les programmes sectoriels convergent. Énergie, eau, agriculture, numérique. Le barrage Ziga 2 entre en service complet, le taux d'accès à l'eau potable dépasse 80% dans les zones urbaines et la banque Burkindam atteint 2 millions de comptes. Les nouveaux pôles de logement face au Mayo deviennent des zones économiques locales. Les jeunes formés dans les chantiers Yélen et PAC Digital fondent des entreprises de maintenance, créant un effet boule de neige. Le pays devient exportateur net de pâtes de tomates et fournisseur de services numériques régionaux. La confiance internationale se rétablit. Des investissements africains se substituent à l'aide traditionnelle. Dans le scénario pessimiste, des tensions politiques régionales perturbent le commerce transfrontalier, la monnaie se déprécie et les programmes d'énergie solaire subissent un retard de maintenance. Les recettes publiques chutent de 15%, freinant la réalisation des projets d'eau et d'habitat. L'opinion, fatiguée, doute de la faisabilité du modèle. Cependant, même dans cette hypothèse, les infrastructures déjà livrées continuent de fonctionner. Routes, centrales solaires, hôpital, réseau numérique. Le socle structurel demeure. Dans les 3 cas, la variable décisive reste la gouvernance d'exécution, coordination, transparence, formation continue. Si la discipline institutionnelle se maintient, le Burkina Faso franchira la frontière entre ambition et stabilité. Comme le résume un conseiller proche d'Ibrahim Traoré, nous ne promettons pas la perfection, mais la continuité. Au-delà des chiffres, les réformes de Ibrahim Traoré touchent les perceptions, celles d'un peuple longtemps tenu à l'écart du progrès. Dans les zones rurales, la lumière de Yélen ne représente pas seulement l'électricité, elle signifie l'inclusion. Des enfants découvrent les écrans à l'école, des femmes transforment leurs récoltes sur place et des villages entiers reprennent vie après la tombée du jour. À Bobo Dioulasso, une sage-femme parle d'un changement presque spirituel. Nous travaillons sans peur de la panne. Nous sauvons des vies que nous perdions avant. Ces récits intimes donnent corps à la souveraineté. Elle ne s'exprime plus en discours politique, mais en gestes quotidiens. Un robinet qui coule, une facture que l'on peut payer, une route que l'on emprunte. En ville, les logements face au Mayo symbolisent le même tournant. Des enseignants, des infirmiers, des ouvriers y accèdent pour la première fois à un bien durable. Les toits solaires et les systèmes d'eau recyclés rendent chaque maison autonome. Le confort devient collectif. Pour les jeunes diplômés du PAC Digital, le pays cesse d'être une étape vers l'exil. Ils trouvent dans la donnée la maintenance et la cybersécurité des carrières locales. Une génération née sans repères technologiques devient actrice du numérique national. Ces histoires convergent vers un même sentiment, la dignité retrouvée. Le progrès ne tombe plus d'en haut, il se construit, métier par métier. L'État n'est plus un donneur d'ordre lointain, mais un partenaire visible. Ainsi, la promesse initiale d'Ibrahim Traoré, rendre le développement palpable, s'accomplit à travers des visages, des familles et des gestes simples. La révolution devient sensible, mesurable, vécue. Pour consolider les réformes initiées,
Ibrahim Traoré et son équipe ont défini une feuille de route articulée en 5 étapes concrètes, combinant gouvernance, formation et financement. La première étape consiste à maintenir la cohérence intersectorielle. Les ministères de l'Agriculture, de l'Énergie, de l'Eau et du Numérique partagent désormais une plateforme commune de planification. Chaque nouveau projet doit démontrer son lien direct avec les programmes existants. Une usine, une route ou une école ne peuvent plus être conçus isolément. La deuxième étape vise à professionnaliser la maintenance. Les infrastructures vieillissent vite, sans suivi. Le gouvernement crée un Institut national de maintenance technique destiné à former 2000 techniciens par an pour entretenir centrales solaires, stations de pompage et équipements médicaux. L'objectif, allonger la durée de vie des investissements et réduire la dépendance aux prestataires étrangers. La troisième étape concerne la sécurisation du financement local. La Banque Burkindam pilote un fonds de stabilisation destiné aux communes, garantissant la continuité des services essentiels même en cas de crise. Les recettes issues des taxes logistiques et énergétiques alimentent ce mécanisme, fermant le cycle économique intérieur. La quatrième étape porte sur le renforcement de la gouvernance numérique. Le programme PAC Digital se déploie au-delà de la simple numérisation administrative. Il intègre un système d'audit public et un tableau de bord ouvert aux citoyens. Chaque contrat, chaque dépense majeure y est tracée. Enfin, la cinquième étape met l'accent sur la mesure et la communication. Des indicateurs trimestriels, tonnes traitées, foyers électrifiés, accès à l'eau, emplois créés seront publiés pour maintenir la transparence et la confiance. Ainsi, la feuille de route ne promet pas seulement la continuité, elle en fixe la méthode. Intégrer, entretenir, financer, tracer, évaluer. La souveraineté devient un processus mesurable, non un mot d'ordre, comme le résume une formule désormais célèbre. Produire ce qu'on consomme, consommer ce qu'on produit. Au-delà de la symbolique agricole, c'est tout un imaginaire qui change. Là où régnait la résignation et la dépendance, Ibrahim Traoré a imposé une logique d'action. La souveraineté n'est plus proclamée, elle se vérifie. Chaque compteur électrique allumé, chaque canalisation posée, chaque école connectée prolonge le même battement, celui d'un pays qui se relève, pas par orgueil, mais par nécessité. Et au milieu de cette reconstruction, un objet reste le témoin silencieux, la caisse en bois de la première récolte transformée. Elle trône à l'entrée du ministère de la Production comme un rappel. Tout a commencé par une perte devenue victoire. Le Burkina Faso n'a pas changé de destin en un jour, il a simplement appris à ne plus le déléguer. Le Burkina Faso avance sans tapage, porté par la conviction qu'un peuple qui bâtit pour lui-même change aussi le regard du monde. L'expérience menée sous Ibrahim Traoré dépasse les frontières. Elle interroge la valeur réelle du développement, celle qui se mesure moins en aide reçue qu'en capacité acquise. Chaque école alimentée par Yéléen, chaque maison face au maillot, chaque litre d'eau du barrage Ziga 2 raconte une même leçon. La souveraineté n'est pas un privilège. C'est un effort collectif. Elle demande constance, rigueur, solidarité. À présent, la responsabilité s'élargit. Citoyens, enseignants, artisans, ingénieurs, chacun détient une part du moteur national. La question n'est plus de savoir si le Burkina Faso peut réussir, mais comment chaque Burkinabé choisira d'y participer. Alors, en observant cette construction patiente, une invitation demeure. Et si cette fois, l'Afrique imposait son propre rythme au monde plutôt que de le subir ? La réponse ne viendra pas des chancelleries, mais des villages illuminés.